Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette septième séance du webinaire Positive Future, un séminaire remarquable parce que nous avons une oratrice, Marion Valère, qui a été directement impliquée dans les choix du futur d'une grande ville et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de Paris. Je vous rappelle que le concours Positive Future, qui vise à créer et disséminer des visions positives et réalisables d'un futur, cette année consacrée à la ville de 2100. Ce concours est un concours ouvert à toutes et à tous, individuellement ou en groupe, car nous, ces organisateurs, à l'Institut d'études avancées de Paris, à la Fondation 2100 et à l'Institute for Future Studies suédois, nous croyons à la créativité et à l'intelligence individuelle, mais aussi collective. Je vous rappelle aussi que la date limite de dépôt des œuvres approche, puisque c'est le 31 mai. Rendez-vous sur le site positivefuture.org pour les déposer et peut-être pour gagner le premier prix de 10 000 € et voir votre œuvre largement diffusée. Vous avez sur le premier transparent que nous a donné Marion l'adresse du site pour vous la rappeler si vous ne la connaissez pas. Mais maintenant, écoutons d'abord, avant de charger vos œuvres sur le site, écoutons d'abord notre invitée, Marion Valère. Marion Valère est urbaniste et philosophe, ou peut-être devrais-je dire philosophe et urbaniste, puisqu'elle a d'abord été normalienne. Elle est actuellement conseillère de la maire de Paris, en charge de l'architecture, du patrimoine et de la transformation du paysage urbain. Elle a notamment piloté le concours Réinventer Paris, qui a invité des équipes du monde entier à repenser les sites parisiens lorsqu'elle était directrice adjointe du cabinet de Jean-Louis Missica, adjoint à la maire de Paris, qui a tant fait pour le Grand Paris. Elle a publié en 2016 Artefacts naturels aux éditions de l'Éclat, un livre sur la restauration écologique et sur les possibilités de réhabitation de l'environnement. Un livre, je ne sais pas si vous le voyez là, un livre qui m'a beaucoup appris sur les racines idéologiques des différents courants écologiques et pas seulement sur la restauration écologique, concept qu'elle a développé. Marion Valère interviendra aujourd'hui dans notre webinaire au titre donc, de ses travaux de philosophe de l'environnement et de son expérience au sein de la ville de Paris pour évoquer des perspectives de futur urbain et rural dépassant l'idée d'une dichotomie entre, d'un côté, une nature sauvage sans homme et de l'autre, une ville sans nature. Elle va nous montrer une autre voie et pour ça, elle s'appuiera notamment sur les projets issus du concours Réinventer Paris pour montrer les possibilités qu'offre le contexte parisien. Je vais laisser la parole à Marion Valère et je rappelle à nos auditeurs qu'ils pourront poser en direct tout un tas de questions à travers le système qui est dans Zoom. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Marion Valère. Merci beaucoup, merci pour cette introduction. J'espère que vous m'entendez bien. Super. Donc, merci à l'IEA et aux partenaires pour l'invitation. Donc, effectivement, aujourd'hui, j'interviendrai à la fois au titre de ces sujets qui m'intéressent en philosophie de l'environnement, mais aussi, bien sûr, au titre de mon expérience à la ville de Paris, puisque ça fait maintenant 7 ans que j'ai la chance d'y travailler. Et donc, j'ai proposé d'intervenir sur ce sujet qui est la restauration écologique urbaine. Donc, une photo que j'aime bien pour commencer, qui date un petit peu, hein, puisque aujourd'hui le chantier de la Samaritaine est presque terminé et je vous invite d'ailleurs à aller voir. Cette photo de Paris, en fait, qui nous rappelle que, contrairement au discours un peu simple qu'on entend parfois, qui nous disent que Paris est une ville minérale par opposition à des espaces qui seraient végétaux, qui seraient situés en dehors. Voilà, juste cette photo nous rappelle qu'une ville comme Paris, c'est à la fois de la pierre, des bâtiments, mais c'est, et de manière, je crois, tout aussi importante, un fleuve, un bassin qui était là, un bassin naturel qui était là avant des bâtiments, et puis de la végétation. Et donc, quand on pense à Paris, finalement, c'est tout ça qu'on a en tête, c'est cet ensemble à la fois d'éléments végétaux, aquatiques, d'êtres humains, parfois aussi d'animaux, et puis de bâtiments. Alors pourquoi je dis ça et pourquoi je montre cette photo qui peut paraître assez évidente? Parce que c'est vrai que dans l'urbanisme contemporain, on a eu tendance à penser des monocultures. C'est-à-dire, d'une part, la monoculture de la ville, où on a considéré que la ville, c'était le lieu du béton, du bitume, de l'automobile. Et puis qu'à l'inverse, il y aurait des parcs naturels,
des lieux de nature sauvage. Et en fait, pour moi, ces deux choses vont vraiment ensemble. C'est-à-dire qu'on a voulu penser une ville sans nature et on a voulu penser parfois une nature presque sans humain, où il fallait qu'elle soit entièrement sauvage, où il y avait cette idée que l'humain n'intervenait même pas, ce qui, bien sûr, aujourd'hui n'a aucun sens quand on sait que, de toute façon, l'être humain, par son action climatique, impacte tous les écosystèmes. Et donc, je suis très attachée à cette idée d'hybridité et de savoir qu'il n'y a pas d'espace réservé aux êtres humains et penser que la ville est réservée aux êtres humains n'a aucun sens. Et de la même manière, penser que les espaces naturels doivent être faits sans les humains me semble aussi dangereux en matière d'écologie. Donc, pour rappeler rapidement le cadre théorique dans lequel je m'inscris. Donc, moi, j'ai étudié effectivement la restauration écologique. Donc, la restauration écologique, c'est une pratique, en fait, quand un espace naturel est endommagé, par exemple par un incendie, une sécheresse, ce genre de choses, en fait, l'être humain arrive et décide de réparer cet écosystème. Et donc, pourquoi cette pratique est intéressante? Parce qu'en fait, elle nous pose beaucoup de questions sur notre rapport à la nature et notamment, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on est capable de recréer en fait un écosystème qui est endommagé en partie ou complètement? Quel doit être notre état de référence? C'est extrêmement compliqué parce qu'une fois qu'on dit « je veux recréer un écosystème », est-ce qu'on le recrée tel qu'il était 15 ans auparavant, 100 ans auparavant ou 1000 ans auparavant? Et c'est une question qui est vraiment pas facile et on voit là le lien aussi évident avec l'architecture où on peut se poser les mêmes questions. Et puis, il me semble que la réparation de ces écosystèmes donc endommagés, finalement, au début, c'était vu comme des exemples extrêmes, mais aujourd'hui, ça devient une pratique qui va être la nôtre partout, puisque tous les écosystèmes sont endommagés d'une manière ou d'une autre par la perte de biodiversité, par les modifications climatiques. Et donc, en fait, la réparation de la nature ou la réhabilitation de la nature, qui me semble être un terme juste, finalement, devient un peu un paradigme auquel on peut se raccrocher pour notre action partout dans la nature. C'est-à-dire qu'elle est endommagée et donc comment on réapprend à vivre avec, à lui apporter du soin et partir de l'idée vraiment du soin. Voilà, comment on soigne un écosystème. Donc voilà, ça pose la question de comment on crée cela. C'est ce que se sont posés beaucoup de volontaires quand ils ont commencé à faire de la restauration écologique, parfois pour une rivière à côté de chez eux. Ils se sont dit, quelles espèces on réintroduit? Par exemple, est-ce qu'on réintroduit des espèces, même quand on sait qu'elles sont invasives? Est-ce qu'on introduit des espèces qui étaient là auparavant, mais qui ne sont plus adaptées au climat actuel? Toutes ces questions-là sont très importantes. Et puis, ça permet de travailler sur les hybrides, puisque finalement, on voit que les cadres éthiques habituels ne fonctionnent plus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ces zones naturelles classiques et puis, comme je disais, des zones réservées aux humains. En fait, on développe tout un tas d'objets hybrides et donc, on se doit de les penser. Voilà, que fait-on alors, ça concerne beaucoup de choses qui existent depuis longtemps, hein, les animaux domestiques, les jardins en ville, ce sont tous ces éléments qui sont dans l'entre-deux et qui nous questionnent sur les droits qu'on leur donne et le cadre dans lequel on les inscrit. Donc moi, pour cela, j'ai travaillé sur le terme d'artefact naturel, en fait, qui exprime bien cette hybridité et le fait que c'est un artefact, donc c'est quelque chose qu'on va créer, mais qui est naturel, qui peut s'inscrire dans des processus naturels. Et moi, alors là, on est dans un séminaire qui s'appelle Positive Future et je trouve que c'est très important de redonner un cadre d'action positive de l'être humain dans son environnement. C'est-à-dire qu'on a tellement de récits d'interactions négatives entre l'être humain et son environnement qu'une des positions qu'on pourrait aborder en fait en écologie et ce qui a été le cas parfois, ça serait de dire il ne faut plus toucher à rien, il faut juste se retirer, voilà, il ne faut plus toucher aux forêts, il ne faut plus toucher aux fleuves parce qu'en fait tout ce qu'on fait c'est endommagé. Alors il est évident hein, quand on voit ce qu'on a fait pendant les dernières années, on pourrait être tenté de dire ça, mais je pense que si on dit ça, bah, en fait, on abdique et puis on ne se donne aucune chance pour un futur positif. Et donc, à mon sens, il faut plutôt étudier tous ces exemples d'interactions positives et la restauration écologique en offre un certain nombre.
Et donc, les artefacts naturels, c'est voilà, tous ces objets qu'on va développer et qui s'intègrent dans des processus naturels. Et donc, cela s'inscrit dans de longs débats au sein de l'écologie, puisque certains penseurs de l'environnement ont plutôt considéré qu'il fallait avoir une approche biocentrique, finalement, où l'être humain est parfois toujours vu comme en trop, affectant des écosystèmes qui fonctionneraient en fait naturellement et de manière harmonieuse, alors qu'il faut se rappeler aussi que dans tous les écosystèmes, ça n'est pas harmonieux, même quand l'être humain n'est pas là. Donc, il faut se rappeler que tout ça est dynamique et que l'être humain peut s'inscrire dans ces cadres-là de manière positive, je pense. Et donc, pour cela, il y a une expression que j'aime beaucoup, qui est celle de tisser la nature, qui a été proposée par un anthropologue qui s'appelle Tim Ingold. Et finalement, lui, il part de cette question assez simple. Y a-t-il des choses non naturelles? Il dit que si on pose cette question, on serait tenté de répondre oui, bien sûr, il y a des choses naturelles, il y a des choses non naturelles. Et en fait, il montre qu'il est très difficile de répondre à cette question, puisque, par exemple, on pourrait dire les choses créées sont des choses non naturelles, mais il y a beaucoup de choses que les animaux créent et qui sont naturelles. On pourrait dire les choses régulières sont non naturelles, mais là encore, c'est faux. Il y a beaucoup de choses très régulières dans la nature. Et finalement, on se rend compte qu'il est impossible pratiquement de donner une définition à des choses non naturelles, et que traditionnellement, la seule différence qu'on fait, c'est entre les choses créées par l'être humain et les choses qui ne sont pas créées par l'être humain. Et donc, finalement, il y a dans la pensée collective cette idée que les choses créées par l'être humain ne seraient pas naturelles. Alors que, tout bêtement, quand on sait que l'être humain appartient à la nature, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas créer des choses naturelles. Et donc, Tim Ingold dit qu'il faut se voir comme, finalement, à chaque fois qu'on interagit avec l'environnement, comme tressant une corbeille, tissant quelque chose. Et ce paradigme-là nous permet en fait d'interagir avec l'environnement de manière harmonieuse. Et je trouve que c'est une belle image, parce que quand on tisse, on est dans une interaction permanente entre notre volonté et la matière. Et je trouve aussi que c'est une belle expression pour penser l'architecture, pour se dire on ne pose pas là un bâtiment, mais en fait on tisse et on interagit avec une matière qui est vivante. Voilà, donc rapidement, les débats que pose la restauration écologique, c'est d'abord le débat de la fake nature, donc une contrefaçon de nature finalement qu'on produirait, qui ne serait pas la vraie nature. Mais alors, qu'est-ce que la vraie nature? Est-ce que c'est celle, encore une fois, où l'être humain n'est pas intervenu? Le problème de la compensation, parce que bien sûr, si on dit on peut restaurer la nature, dans ce cas-là, on pourrait tout détruire pour le recréer ailleurs, mais ça serait dangereux, évidemment. Et puis, la question de est-ce que ce qui est créé par l'être humain est nécessairement inférieur à ce qui a été créé, on va dire, naturellement par des écosystèmes. Donc, tous ces débats-là ont beaucoup animé les philosophes de l'environnement et nous permettent d'avoir un cadre de réflexion qui est intéressant sur ces sujets. Et donc, un terme qui me semble important, comme je le disais, cette dichotomie entre la ville très humaine et puis la nature sauvage. Il y a ce terme de wilderness, qui a été développé par des auteurs américains avec l'idée de l'espace sauvage, que je trouve aussi compliqué, parce que parfois ce discours-là exclut l'être humain et fait croire que les espaces sauvages sont des espaces meilleurs parce que l'être humain n'y est pas. Et pour moi, là, il y a un souci de récit positif, parce que si on se dit que ces espaces-là sont les meilleurs, est-ce que ça veut dire que voilà, partout où intervient l'être humain, c'est nécessairement moins bien? Donc, ce mythe de la nature vierge, sauvage, assez limite et ses dangers. Et donc, je pense que nous avons besoin de récits de bonne cohabitation. Voilà, et donc, moi, ce qui me semble intéressant dans la restauration écologique et ce terme d'artefact naturel, c'est le fait de réapprendre, comme je disais, les liens de soins et de responsabilité envers l'environnement, et de se dire que via des projets aussi de réparation, de restauration, on peut tous réapprendre une manière saine d'interagir avec notre environnement. Et à avoir un cadre éthique pour penser ces entités. Voilà, donc beaucoup de textes. On va passer à des parties plus d'images. Donc, pourquoi la restauration écologique urbaine? Tout simplement parce que les villes ont été, en tout cas à un certain moment de l'urbanisme, qui en réalité est un moment assez court, parce que quand on s'intéresse à l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme, on voit bien que l'architecture a toujours été pensée
par rapport au climat, en fait. Pour l'architecture, c'est se protéger du chaud et du froid, avant tout. Et il y a juste une courte période, en fait, où on a cru que les ressources étaient illimitées et on a cru qu'on pouvait donc ne plus trop s'intéresser à ces enjeux climatiques parce qu'on pouvait consommer autant qu'on voulait et créer des bâtiments qui allaient complètement nous séparer de l'environnement. Donc, ça a amené donc ça, plus l'automobile, parfois des villes un petit peu inhumaines. Et donc, la restauration écologique urbaine, c'est le fait de repenser en fait nos espaces urbains pour qu'ils soient, pour apprendre à y réhabiter, à la fois pour l'être humain, mais aussi pour la végétation, les animaux, etc. Et donc là, vous avez une carte de Paris, une carte de la densité, où on voit bien les enjeux que cela pose pour Paris, qui est une ville extrêmement dense, ce qui est une grande qualité écologique. Je rappelle que la densité, ça permet aussi qu'on se chauffe les uns à côté des autres et qu'on peut marcher très rapidement d'un endroit à l'autre, ce qui est une grande qualité pour Paris. L'autre aspect de cela, c'est que évidemment, c'est pas facile d'intervenir dans une telle ville parce que tout est déjà occupé quasiment. Donc, quand on veut opérer des transformations, forcément, on touche à des endroits où il y a déjà des gens, où il y a déjà des usages, et donc c'est extrêmement complexe. Voilà, donc l'idée qui est portée par Anne Hidalgo, c'est de sortir de ce triptyque voiture, béton, bitume qui a vraiment marqué une période de l'urbanisme à Paris, mais pas seulement, où en fait on a aménagé les villes essentiellement pour la fluidité, pour que les voitures aillent au plus vite. Heureusement, ça n'est pas allé complètement au bout de ce plan. Comme vous le savez sûrement, il y a des plans d'autoroutes urbaines qui ont été évités dans Paris, et heureusement, des plans de démolition qui ont été évités. Mais c'est quand même allé assez loin. Et donc, finalement, ce qui est porté aujourd'hui, c'est une forme de rééquilibrage assez naturel pour dire, vu la densité, justement, il faut pouvoir marcher aisément dans ces villes. Et on n'est pas forcé d'être dans un océan de béton. Ça n'est pas ça le seul état de référence possible de Paris. Quand on parlait de restauration écologique, parfois on entend, oui, Paris, c'est cette ville où il ne faut pas qu'il y ait de végétation au mur. Bon, ça, c'est un choix qu'on fait, un choix politique. On peut aussi se dire que avant Paris, c'était une grande plaine naturelle. Donc voilà, ce sont toujours des choix politiques de référence. Donc, évidemment, l'exemple le plus emblématique pour ça, ce sont les voies sur berge. Et c'est toujours intéressant d'en reparler rapidement parce que ça a créé un débat énorme, ce qui est fou, parce qu'il faut se rappeler qu'on parle de quelques kilomètres en bord de Seine. Finalement, donc au bord d'un des endroits les plus beaux du monde, la Seine à Paris, et que l'idée était de rendre en fait cet espace dédié aux voitures, aux piétons, aux mobilités douces. Et on se rappelle le débat immense que cela a été dans Paris. Ce qui est intéressant à Paris, c'est que vu que c'est une ville qui est très regardée et qui est très belle, la moindre action est toujours commentée et controversée. Donc, c'est parfois compliqué, mais en même temps, cela garantit un débat et une qualité peut-être d'action. Mais ça reste incroyable de penser que ces quelques kilomètres rendus aux piétons ont été vus comme un scandale par certains. Aujourd'hui, plus du tout. C'est aussi intéressant en urbanisme, le temps, finalement, dès que c'est réalisé, il y a moins de débats. Donc voilà, on passe d'un endroit, d'une forme de monoculture, pour le coup, dédiée à la voiture, à un espace où on peut faire à peu près ce qu'on veut, où on peut jouer, circuler, faire du sport, escalader, aller au restaurant ou danser. Et donc, ce que j'aime bien dans cet exemple, c'est qu'il est assez simple, puisque finalement, les aménagements ont essentiellement consisté à retirer les voitures. Et on voit bien qu'en fait, dans une ville comme Paris, quand on rend l'espace aux gens, eh bien, ils trouvent énormément de choses à y faire et à profiter de cet élément naturel qui est la Seine. Donc, effectivement, je voulais aussi dire un mot de Réinventer Paris. Donc, Réinventer Paris, c'est une compétition qui a été lancée en précédente mandature. L'idée était en fait de transférer différemment les sites du public au privé, puisque d'habitude, la ville de Paris vendait aux enchères quand elle avait des terrains qu'elle souhaitait transférer au secteur privé. Et puis cette fois-ci, on a décidé de les donner aux meilleurs projets et pas aux plus chers, ce qui était une vraie révolution en urbanisme. Mais surtout, parce que ça c'est l'aspect technique, ce qui était intéressant, c'était de dire
en fait, qu'on voulait montrer qu'on pouvait innover partout dans Paris, dans plein de contextes urbains différents, et que l'innovation, ça pouvait prendre beaucoup de formes, et que l'innovation, c'est pas que faire des gratte-ciel, parce qu'il faut se rappeler que l'urbanisme, encore une fois, ça change très vite. À l'époque, il y avait un grand complexe de Paris face à Londres, et tout le monde disait, mais à Londres, il y a 300 projets de tours, pourquoi Paris est aussi ringarde? Il n'y a pas de tour, ça ne bouge pas. Et donc, Réinventer Paris, on voulait montrer en fait qu'on peut faire des choses, qu'on peut transformer la ville, mais avec des petites touches et de manière très fine pour s'intégrer dans ce patrimoine qui est très spécial en fait. Et du coup, je vais vous montrer certains projets, parce que ce que je trouve intéressant avec cette compétition, c'est qu'elle a permis de renouveler un peu l'imaginaire autour de l'architecture parisienne et de mettre de nouvelles pièces dans le paysage parisien qui montrent qu'on peut penser le végétal aussi dans notre ville. Donc ça, c'est un premier projet qui s'appelle Réalimenter Masséna. Donc là, ce que je vous montre, ce sont des projets qui ont gagné ce concours. Donc, il y a eu 22 lauréats avec des équipes. Un autre intérêt, c'était qu'elles alliaient architectes, utilisateurs, chercheurs, associations, etc. Et donc là, c'est dans le 13e arrondissement. Et ce projet est intéressant parce qu'il est entièrement tourné autour de la nourriture et de comment à la fois produire autrement, mais aussi consommer autrement. Tout le bâtiment est dédié à ça, avec des logements pour des chercheurs, pour des chefs, un partenariat avec AgroParisTech, un marché. Et donc, il y a un bâtiment existant qui est le petit bâtiment qu'on voit à droite, qui est une ancienne gare. Et puis, cette tour végétale qui finalement est assez nouvelle pour le paysage parisien, mais qui s'intègre bien aussi dans ce paysage du 13e arrondissement où il y a beaucoup de bâtiments neufs et où aussi on peut pas mal expérimenter, avec ici le bois qui a une place importante et qui a été aussi un des marqueurs de Réinventer Paris, de se dire que le bois, qui est un matériau historique pour Paris, peut revenir dans la ville en fait et qu'on peut le montrer, et qu'encore une fois, Paris n'est pas seulement minéral. Voilà, d'autres images du projet où on voit la cohabitation entre un bâtiment ancien et un bâtiment neuf et la végétalisation. Un autre projet assez emblématique, c'est celui de 1000 arbres, et donc là, qui est très symbolique parce que on est au-dessus du périphérique, et l'idée était de montrer que même sur l'endroit qui est vu comme le plus hostile de Paris, donc ce périphérique qui est une fracture entre Paris et la banlieue, on peut installer de la végétation. Et on peut installer, en fait, créer un passage qui serait à la fois un bâtiment et une forêt. Et donc, ce bâtiment a beaucoup marqué l'imaginaire pour se dire, voilà, même à cet endroit-là, en fait, on peut penser complètement autre chose avec donc cette image intérieure. Voilà, d'autres projets. Là, par exemple, ce projet-là qui est dans une ancienne halle industrielle dans le 18e arrondissement, pour vous montrer des contextes très différents. Et puis, ce projet que vous connaissez peut-être, ce site qui est l'ancienne préfecture, donc à Sully-Morland, où là, c'est surtout de la rénovation. Donc, c'est un bâtiment assez austère, mais à Paris, finalement, on se dit que tous les patrimoines ont leur intérêt. Et donc, ce bâtiment, on a choisi plutôt de le conserver et de le modifier avec un projet avec notamment une œuvre d'art en haut qui permettra à tout le monde aussi de voir cette vue incroyable qui est là-bas. Et ce bâtiment, il va être ouvert à tout le monde. Et puis, il y aura de l'agriculture urbaine sur le toit. Et on voit ici qu'on peut amener aussi de la végétalisation sur des bâtiments sans pour autant les défigurer, et que ça peut tout à fait trouver sa place dans un bâtiment qui fait partie de notre patrimoine. Donc voilà, des projets très différents. À la suite de l'annonce des résultats, Le Monde avait titré 22 nuances de vert. Et c'est vrai que c'est pas comme ça qu'on avait rédigé la compétition au début, mais finalement, c'est comme ça que les architectes ont répondu. Et les architectes sont toujours très importants pour dessiner des récits positifs. Et eux, le futur de Paris, ils le voyaient plus végétal. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on fait le budget participatif chaque année et qu'on demande aux Parisiens de proposer des projets et de voter, ce qui ressort pratiquement toujours en premier, c'est la végétalisation. Donc, en fait, c'est une attente qui est exprimée par tout le monde parce qu'on voit bien que cette ville, elle a besoin de respirer et qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas mettre plus de végétation dans les rues parisiennes ou sur les toits ou partout. Donc, ce concours, il a montré en fait justement qu'on pouvait intégrer de la végétalisation un peu partout. Là, je vous montre des photos de projets de Réinventer Paris qui sont réalisés.
Donc, l'urbanisme, ça prend du temps, mais on a des projets qui sont en train d'être livrés. Tout ça, ce ne sont pas que des belles images, ce sont des vrais projets aussi avec des modèles économiques. Donc là, c'est un projet qui s'appelle la Ferme du Rail, que je vous invite à aller voir, qui est dans le 19e arrondissement. Il y a un restaurant, vous pouvez même juste vous promener. C'est un bâtiment qui est fait uniquement avec des matériaux d'Île-de-France, il me semble, donc vraiment bois, paille, qui montre qu'on peut recréer des filières aussi entre urbain et rural. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on utilise du béton, souvent, quand on demande mais d'où vient le béton, les gens ont du mal à répondre. Et en fait, le sable est extrait parfois à l'autre bout de la planète. Peu de gens connaissent la composition du béton. Et on essaye de renouer en fait avec des matériaux historiques de l'Île-de-France, qui sont la pierre, la paille, le bois qui est présent en France qu'on peut utiliser. Et donc, ça donne une architecture intéressante avec aussi beaucoup de végétalisation. Et donc, voilà, un projet qui mêle du logement et une ferme. Un autre projet qui est réalisé dans le 13e arrondissement, qui s'appelle Edison Light. Donc, la végétalisation va pousser, mais c'est déjà assez végétalisé. Donc là, c'est une façade qui est très végétalisée, et puis également un toit avec des logements participatifs où, du coup, tous les habitants peuvent s'occuper de la végétation qui est présente. Et ce qui est intéressant, c'est que là, à chaque fois, ça ressemble à l'image. Donc, on voit que ce ne sont pas que des perspectives d'architectes. Ça peut exister en vrai. Et là aussi, le bois qui est très présent. Et puis voilà, je voulais montrer aussi d'autres images d'agriculture urbaine pour rappeler que ça s'est énormément développé à Paris dans les dernières années. Aujourd'hui, Paris est vu comme une référence en matière d'agriculture urbaine. Et il faut se rappeler qu'au début, certains trouvaient cela anecdotique qu'on puisse faire de l'agriculture urbaine à Paris, ou ils disaient que c'était gadget, alors qu'en réalité, rien que pour des vertus pédagogiques, le fait de permettre à des enfants de voir comment des légumes, des fruits, des plantes poussent au-dessus d'une école ou de n'importe quel bâtiment, c'est essentiel pour réapprendre à vivre avec son environnement. Il faut déjà comprendre comment tout cela fonctionne. Et rien que pour ça, l'agriculture urbaine a des vertus très importantes. Et là aussi, cela peut s'intégrer dans des contextes très différents. Là, sur le toit de l'Opéra de Bastille, des endroits qu'on ne soupçonne pas forcément. Et du coup, suite à Réinventer Paris, on a essayé de repenser les grandes règles en fait, qui régissent les manières de construire à Paris. Et on a été aidé pour cela par toute une communauté d'architectes, de penseurs qui ont envie de faire évoluer les choses. Par exemple, ce pavillon qui avait été installé devant l'hôtel de ville pendant la COP21, donc ça date un peu, qui est entièrement fait de matériaux de réemploi. Donc là aussi, c'est une nouvelle esthétique qui arrive, où en fait, on se dit maintenant, le premier geste, c'est de regarder ce qu'on a comme ressources disponibles en réemploi. Ça ne vaut pas que pour les petits objets du quotidien, ça vaut aussi pour l'architecture. Et ça peut donner des choses assez intéressantes, y compris dans Paris. Et donc, on a essayé de penser des nouvelles règles en fait, pour ce nouveau paysage parisien, en rappelant que les enjeux écologiques sont énormes, puisque la construction consomme 50% des ressources naturelles et produit 25% des émissions de carbone. C'est absolument énorme. Ce que représente le secteur de la construction, je ne sais pas forcément. Donc, ces règles, c'est d'abord changer la recette des matériaux. Le béton, qui était la norme, pour nous, doit devenir l'exception. Et là aussi, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités de récits positifs, parce que, en fait, le fait de changer les matériaux, ça permet de créer des liens, des partenariats avec des territoires. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on vit dans une grande ville comme Paris, on ne sait pratiquement jamais d'où vient tout ce qu'on consomme, en fait, que ce soit alimentaire ou ce qui compose nos bâtiments. Et donc, nous, on veut vraiment créer des partenariats pour savoir que quand on construit un bâtiment, en fait, la ressource, elle vient de tel autre département en France, puisqu'il y a des ressources disponibles, et aussi créer des partenariats avec ces territoires-là, comme c'était le cas historiquement, puisque quand on impacte un paysage, il faut en être conscient, même si c'est un paysage lointain, et il faut penser l'échange de ressources, utiliser ce qui est déjà là, comme je disais. Donc c'est évidemment la priorité à la conservation. Dans l'urbanisme français, pareil, il y a eu toute une période de démolition. Aujourd'hui, heureusement, on en revient et on se dit avant tout, dès qu'on peut garder, on garde, on réemploie. Et puis, profiter de chaque bâtiment pour créer un écosystème.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère qu'il n'y a pas de… Enfin, les mètres carrés à Paris sont extrêmement précieux. Paris est une ville très dense. Donc, dès qu'on crée un mètre carré, il doit apporter à la ville, aussi bien en termes d'intérêt général, de services pour le quartier, mais aussi en termes de services écosystémiques. Et donc, on demande maintenant aux opérateurs, quand ils créent des mètres carrés, en fait, aussi de planter des arbres, d'apporter de la végétalisation à la ville. Et on pense que c'est comme ça qu'on arrivera à avoir une ville équilibrée. Donc, tout ça constitue une petite révolution. Et c'est pour cela aussi qu'on a engagé une modification du plan local d'urbanisme qui régit les règles pour tous ceux qui construisent, parce qu'on a besoin de faire de ces règles-là en fait des principes quotidiens, ce qui n'est pas toujours facile par rapport aux lois françaises. D'autres exemples donc de bâtiments qu'on connaît bien, la tour Montparnasse, pareil. Quand vous avez un bâtiment comme celui-là, vous pouvez décider de tout changer ou bien de ne rien changer. Et il y a eu un concours organisé avec les propriétaires de la tour. Et donc là, l'idée, finalement, c'est le projet le plus respectueux par rapport à d'autres qui faisaient des formes très originales, etc., qui a été choisi, qui en fait garde la forme de la tour qui existe pour une… Enfin, qui a sa cohérence, et puis qui change plutôt la couleur et qui apporte des balcons et de la végétalisation. Et donc, qui permet de garder son identité tout en l'actualisant, on va dire, et en la pensant avant tout aussi dans une rénovation climatique. Donc ça, c'est très important, c'est de revenir dans ce moment de l'architecture où les enjeux climatiques, en fait, sont à l'origine des projets et pas juste ce qu'on rajoute à la fin. Et donc, quand on pense l'architecture par le climat, comme ça a été le cas historiquement, on peut arriver à des formes très intéressantes. Et donc là, tout le projet a été pensé par rapport au vent aussi pour qu'au pied de la tour, ça soit beaucoup plus agréable. Également, le projet du grand site Tour Eiffel. Donc là, l'idée est de créer une grande continuité de jardins, en fait, au niveau du pont, du Champ de Mars, d'avoir un grand jardin continu où on prend de l'espace aussi à la voiture et on permet de beaucoup plus apprécier ce monument, parce que le grand paradoxe à Paris, c'est qu'il y a des monuments en fait qui ont été encerclés par la voiture et qui sont d'ailleurs abîmés aussi parfois par la pollution. Et donc quand on libère l'espace de la voiture, on aide aussi le patrimoine, hein, parce que on permet à ce qu'il y ait moins de pollution. Donc voilà, un projet assez emblématique. Et je voulais parler de quelques autres sujets plus récents, aussi après pandémie, donc pendant pandémie, en matière d'urbanisme, la pandémie a permis certaines choses assez intéressantes, et notamment ce qu'on appelle l'urbanisme tactique. Alors là, ce que vous avez à l'image, c'est quelque chose qui existait avant la pandémie, hein, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comment un peu de peinture parfois peut transformer un lieu et on peut envoyer des signaux avec peu de choses. Donc, c'est tout ce qui a été fait avec les pistes cyclables pendant le confinement par Anne Hidalgo, avec l'idée de faire assez vite des pistes cyclables parce qu'on avait cette nécessité. Et puis, quand on ferme un lieu comme ça aux voitures et qu'on met de la couleur, ça envoie tout de suite le signal aux gens qu'ils peuvent aller y faire des choses, danser, jouer. Et ça, c'est extrêmement important. En fait, c'est de changer l'image qu'on a de nos rues, des espaces qui étaient plutôt réservés aux voitures, où on est obligé de marcher juste sur le trottoir, se dire maintenant on peut y faire énormément de choses. Et donc pour cela, il y a évidemment la rue de Rivoli qui est devenue un symbole, regardé dans le monde entier, de se dire une rue comme ça qui était dédiée aux voitures, on peut inverser en fait la pyramide des usages et la voiture devient minoritaire et puis les piétons et les cyclistes deviennent majoritaires. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'en très peu de temps, en quelques mois, on change aussi un imaginaire urbain, un espace dont on avait une certaine image. Et finalement, en faisant ces petites modifications avec des plots, on change l'image qu'on en a. Et donc ça, je trouve que c'est assez encourageant parce qu'on se dit finalement, on peut le faire. On peut le faire à Paris et ailleurs. Et ça demande avant tout de la volonté politique, finalement. Et encore une fois, ça met en valeur le patrimoine parce que quand vous avez moins de voitures, vous pouvez aussi plus regarder ce qu'il y a autour de vous, cette avenue, cette rue qui est incroyable. Et il y a moins de bruit aussi. Donc voilà. Toute une réflexion aussi autour du design. Ça, c'est un test qu'on avait fait aux abords des écoles quand on devait absolument marquer la distanciation au sol. Et donc, on avait testé le fait de faire des marquages au sol
qui soit ludique, pour se dire tout n'a pas à être angoissant. Et je pense que ça va être un sujet en termes de futur positif dans nos villes, de dire on ne peut pas mettre toujours que des choses angoissantes autour de l'hygiène, de la sécurité. Il faut absolument que ça nous donne envie, que ça soit sympa. Et là, on avait essayé avec ces petites vagues de permettre aux enfants à la fois de comprendre la distanciation, mais aussi de pouvoir jouer. Peut-être voir ça comme une piste ou une marelle. Et finalement, avec l'appui de designers et d'architectes, on peut penser toujours différemment ces contraintes qui s'imposent à la ville. Et elles sont nombreuses aussi, avec toutes les contraintes Vigipirate, attentats, etc. Et donc, un des chantiers majeurs pour Paris pour les années à venir, et on ne l'a pas forcément en tête, c'est vraiment toute la transformation des places de stationnement. Anne Hidalgo a annoncé qu'elle transformerait la moitié des places de stationnement dans Paris. Et il faut bien se représenter ce que c'est absolument énorme. C'est-à-dire que vous prenez une rue et vous prenez la moitié des places de stationnement et vous imaginez que ça peut être complètement autre chose. C'est-à-dire que ça peut être de la végétalisation, des arbres, ça peut être une piste cyclable, ça peut être une piste de danse, ça peut être un lieu pour les enfants pour qu'ils jouent. Et donc, en pensant ça, on voit que le paysage parisien en fait, va évoluer avec ces petites actions et pas juste à travers des grands projets qu'on a pu connaître autour des places ou des portes, mais vraiment dans le paysage du quotidien. Chaque rue va pouvoir changer avec cette politique publique-là. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça va changer les proportions en fait, de la rue parisienne. Et on va se dire finalement, toute cette bande-là, à côté du trottoir, on peut en faire complètement autre chose. Et donc, c'est un bel exemple de réappropriation aussi de l'espace public. Donc là, par exemple, voilà, dans une petite rue, on peut planter une bande comme ça, mais ça peut être aussi beaucoup plus gros, avec plus d'arbres. On va le faire d'ailleurs des arbres fruitiers. Donc, imaginez aussi que des enfants vont pouvoir accéder à des arbres fruitiers dans leur rue. On peut mettre des parclettes. Donc, il y a eu les terrasses éphémères qu'on connaît bien à Paris, où là aussi, c'est un bel exemple d'urbanisme tactique, puisque finalement, il y a eu une autorisation et qui a permis de voir différemment toutes ces places de stationnement. Et donc, un parklet comme ça, c'est la taille d'une ou deux places de stationnement et on peut s'asseoir, passer une soirée à cet endroit-là. Et puis, un projet qui nous tient vraiment beaucoup à cœur, c'est ce qu'on appelle les rues aux enfants ou les rues aux écoles. C'est l'idée qu'on veut créer des nouvelles typologies d'espaces dans Paris et qu'en fait, les rues devant les écoles, ça peut être vraiment des centralités de quartier parce que finalement, c'est des endroits où on attend, où on passe du temps. Et donc, on souhaite en fait dédier ces rues aux piétons dès que c'est possible. Et donc, on coupe la circulation et on va les aménager, donc les végétaliser et permettre aux enfants en fait d'y jouer, d'y faire du vélo parce qu'on sait que l'espace est réduit à Paris, donc on prend toutes les opportunités. Et là, à droite, vous avez l'image d'un projet qui s'appelle la rue Gaulotte, qui est dans le 3e arrondissement, qui est porté par des bénévoles, qui est un projet incroyable où, en fait, régulièrement, le vendredi, ils occupent une rue, ils rapportent des jeux de plein air. Et tout le quartier vient jouer. Quand on va voir une rue Gaulotte, vraiment, on se dit, mais c'est incroyable. Avec une toute petite rue, on peut changer la vie d'enfants du quartier et leur donner un nouvel espace de liberté. Et c'est très important dans une grande ville où on a peu d'espace comme Paris. Voilà, donc là, j'ai montré des exemples précis d'urbanisme, mais tout ça, bien sûr, pour moi, doit s'inscrire dans un changement d'échelle qui est celui des biorégions. L'idée que, justement, il faut se reconnecter au territoire de ressources. Et donc ça, Bruno Latour en parle pas mal, et notamment dans Où atterrir, cette idée qu'il faut se reconnecter, en fait, à des ressources, se demander de quoi on dépend, de qui on dépend. Et donc, en matière d'alimentation, de construction, comprendre qu'une grande ville comme Paris, ce n'est pas une ville hors sol. On dépend d'autres territoires, on dépend d'autres paysages, on les impacte. Et donc recréer aussi des récits positifs d'interaction entre l'urbain et le rural. Et ça, j'y crois beaucoup. On commence ça aussi avec les cantines scolaires, se dire que les enfants parisiens, ils peuvent comprendre d'où viennent les aliments de leur cantine scolaire et peut-être aussi se rendre sur ces lieux et ça leur fait des paysages de référence en dehors de Paris et voir un même lieu chaque année, par exemple. Et ça, c'est extrêmement important pour comprendre l'évolution des écosystèmes. Et sans cela, on ne voit pas comment les grandes villes s'en sortiront. Donc, ça me semble essentiel d'avoir cette brique-là dans le récit
parce que les villes ont été trop longtemps hors sol et on ne peut pas refuser de voir complètement tous les flux de matière qui arrivent, et puis c'est même triste. Donc il faut se reconnecter à ça, s'y intéresser, comprendre, et puis faire des partenariats aussi bien autour de l'alimentation, des déchets, de tout ça. Et il y a beaucoup de collectivités qui sont intéressées ailleurs en France pour recréer des liens. Voilà, donc finalement, une petite ouverture sur quelque chose qui me questionne beaucoup. C'est-à-dire quand on travaille dans une ville comme Paris, où finalement chaque élément est très beau, chaque élément participe de ce paysage commun. On dit souvent que Paris est une des seules villes où si on voit une photo d'un tout petit bout de la ville, on sait que c'est Paris, parce qu'en fait, il y a cette cohérence très forte, cette régularité à la fois du mobilier, du sol, de tout. Et donc, pour autant, on veut aussi transformer la ville pour toutes les raisons que j'ai données, pour ces raisons climatiques, sociales aussi, créer du logement social, continuer à permettre à de nouvelles personnes d'arriver dans la ville. Et donc, tout cela pose une question très compliquée qui est finalement qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas, puisque quand on transforme, on doit aussi parfois ne pas garder certaines choses. Et donc, je trouve que c'est une question centrale dans le patrimoine et l'architecture. Mais finalement aussi, est-ce que pour certaines choses, on va garder seulement des traces, mais pas la totalité? Quel moment de référence on choisit? Parce que pour certains bâtiments, on a beaucoup de moments de référence qui sont intéressants pour certains lieux. Et donc, est-ce qu'on choisit de revenir à une époque assez récente ou beaucoup plus ancienne? Finalement, là aussi, ce sont des choix historiques et politiques. Et puis, étendre cette notion de patrimoine qu'on a parfois trop réduite aux bâtiments, et se dire qu'on a aussi un patrimoine végétal avec des arbres qui sont là depuis extrêmement longtemps, qui font partie de l'histoire de la ville. Donc, les intégrer à cette notion de patrimoine. Le patrimoine populaire, pas seulement un patrimoine élitiste des grands bâtiments, mais aussi un patrimoine du quotidien. Et c'est là où je dis que tout a un intérêt, parce que finalement, vous prenez n'importe quel bout de bâtiment dans Paris, ce sont des familles qui ont vécu, pour qui ce sont des bâtiments qui ont beaucoup d'importance. Et donc comment on choisit? Et en tout cas, ça me semble très important de garder aussi ce patrimoine du quotidien, les maisons d'angle, le patrimoine industriel, le patrimoine ouvrier. Et puis, j'ai rajouté le matrimoine, parce que quand même, se rappeler que tout n'a pas été construit et pensé que par des hommes. Donc, cette notion de matrimoine, je la trouve intéressante pour cela. C'est aussi de se rappeler que l'histoire d'une ville est fondée pas que sur l'intervention de grands hommes, mais par beaucoup de personnes différentes. Et donc, dans ce qu'on garde dans la ville, on doit aussi montrer en fait toutes ces différentes interventions et toutes ces personnes différentes qui ont participé. Et donc, comment on étend toutes ces protections parce qu'on est attaché à tout ça sans créer une ville-musée. Donc, voilà, c'est un beau défi. Comment ne pas patrimonialiser tout, comment garder la possibilité de transformer. Parce que quand on ne veut plus rien changer, c'est qu'on n'est pas à l'aise avec ce qu'on a aujourd'hui. Donc, je pense que l'histoire de Paris a toujours été faite de transformation, de grandes modifications. Donc, il faut poursuivre cette histoire. Mais voilà, il faut pas figer, et donc il faut être à l'aise pour débattre et accepter les controverses. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation qui est à la fois très réaliste, très positive, en même temps très stimulante. Parce que ce que je remarque pendant que nos spectateurs commencent à préparer leurs questions, j'en ai plein que j'aimerais poser moi-même. Alors je profite lâchement du fait que j'ai la parole pour en poser une ou deux. Il y a une chose qui me frappe beaucoup, c'est que quand on pense au changement, au futur, et même dans les visions de science-fiction, on voit tout un tas de bâtiments très différents, etc. Et là, ce qui nous est présenté, en fait, c'est qu'on s'aperçoit qu'avec une grande continuité de ce qu'est on va dire le milieu installé, le bâti, les enveloppes, il suffit de changer pas grand-chose. On rajoute quelques balcons, un petit peu de végétalisation, on enlève les voitures et ça change complètement comment dire, d'abord l'aspect et ensuite la vie. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant avec Paris, c'est que il semble qu'on a déjà un certain nombre d'expérimentations dont on peut tirer des conclusions. Et est-ce que c'est ce que vous avez montré là sur les bâtiments végétalisés ou sur la rugolote,
ça a changé la vie des gens? Qu'est-ce qu'ils en disent? Est-ce que la sociabilité du quartier a bougé? Parce qu'une ville, c'est pas que ses bâtiments, c'est d'abord ses habitants. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de ces expériences-là, les bords de Seine, là, qu'est-ce que ça a donné? Tout le monde râlait au début, maintenant, apparemment, ça se passe pas si mal que ça. Qu'est-ce qu'on peut Oui, apprendre de ça? tout à fait. C'est vrai qu'on pense parfois on a parfois ces images, effectivement, un peu de science-fiction, d'innovation urbaine, c'est des grandes tours végétalisées avec des cascades, tout ça. Il y a parfois ces photos qui circulent beaucoup. Et nous, souvent, à Paris, on dit, non, mais attendez, on a déjà en fait une base qui est tellement incroyable et qui est pensée avec tellement d'ingéniosité, parce que, encore une fois, la forme haussmannienne, hein, il faut se rendre compte qu'on a une chance incroyable, qui est qu'on a une forme très, très écologique. L'îlot haussmannien, il permet cette notion de marchabilité. Il permet la densité qui fait qu'on a tous une boulangerie à 3 minutes de chez nous. Mais ça, c'est incroyable, ça comme base d'une ville. Ça permet un niveau de vie sociale et d'écologie, parce qu'on n'a pas à prendre sa voiture toutes les 2 minutes, qui est… En fait, tout est là, en un sens. Franchement, on a un terreau qui est incroyable. Donc après, c'est vraiment se dire, on apporte des petites touches. Et parfois, effectivement, ça demande pas tant d'argent que ça. Et notre retour, c'est que, vu que Paris est très dense, vraiment, dès qu'on ouvre un espace, donc sur les berges de Seine, les gens se l'approprient. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de tout penser en amont, l'usage, de se dire cette zone-là, elle va être faite pour ça. La réalité, c'est que dès qu'on ouvre un espace, on est complètement dépassé par les usages. Les berges de Seine, personne ne savait exactement ce qu'allaient y faire les gens. Et maintenant, de voir l'usage qu'en ont les gens qui vont se réunir là pour des anniversaires, pour faire de la danse, ce sont des choses qui sont venues de manière spontanée. Et puis parfois, on se rend compte qu'il y a des espaces qu'on n'utilise pas du tout assez. Donc, la rigolote, là, c'est une rue qu'on a fermée, et donc on voit que les enfants adorent, et finalement, ils aimeraient avoir ça tout le temps et partout. Mais il y a aussi des espaces sous-utilisés comme les cours d'immeubles. Les cours d'immeubles à Paris, c'est assez fou parce que d'ailleurs, pendant le confinement, certains les ont redécouvertes. On a des espaces où on peut être au calme, on peut faire des choses, et elles sont sous-utilisées. Souvent pour des raisons de copropriété, de dire on ne veut pas déranger les uns les autres, mais vous avez parfois en cœur d'îlot des grandes pelouses, des grands jardins où il y a écrit ne pas aller. Et on se dit, mais c'est dingue quand même, les enfants, ils pourraient avoir un jardin ou courir, et ils n'ont même pas le droit en fait d'aller en bas de chez eux. Et avec des petites choses là aussi, en végétalisant une cour d'immeuble, on peut créer un jardin parfois. On peut avoir un jardin comme on l'aurait dans un pavillon quasiment en banlieue. Donc, en fait, c'est aussi regarder la ville différemment et donner les outils aux gens pour se réapproprier l'espace. Et on voit que oui, cela fonctionne. Après, il y a toujours aussi une pression très forte qui fait que parfois des espaces végétalisés sont endommagés ou des espaces sont tagués. Donc, il y a souvent des polémiques sur Paris qui ne seraient pas assez belles. Mais la réalité, c'est que ce mouvement de végétalisation et de donner plus d'espace aux piétons, il est en réalité soutenu par beaucoup de gens, parce que c'est ce dont ils ont besoin au quotidien, parce que de toute façon, ils marchent, ils font beaucoup de choses à pied. Donc ça demande, ça s'inscrit aussi dans le long terme. Il faut tenir, mais ce qu'on voit, c'est que ça marche toujours quand on donne de l'espace. Alors, ça marche comment? Une des choses qu'on essaye de bien faire, mettre en évidence dans les récits de Positive Future, c'est il faut que ça soit réaliste. Et donc, quels sont les modes de gestion économique, politique de ces choses-là? C'est-à-dire que quand on ouvre des espaces comme ça et que ça marche, qui est-ce qui gère? Est-ce que c'est la municipalité qui doit mettre des moyens supplémentaires? Est-ce que c'est des associations? Est-ce que c'est les riverains? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qu'il y a de réplicable? Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens finalement? Alors, je dirais que c'est un des principaux chantiers, vraiment, justement, ce sujet de la gestion, parce que c'est un énorme changement de culture. En fait, historiquement, il y avait un peu cette idée que, il y avait l'espace privé, l'espace public. Et donc, les gens s'attendent à ce que l'espace public soit parfait, qu'on gère tout. Et en même temps, ils ne se disent pas qu'ils pourraient y faire des choses eux-mêmes, végétaliser devant chez eux. Et donc, nous, le changement de culture qu'on essaye d'instaurer, c'est de dire… après tout, on peut aussi végétaliser un pied d'arbre devant chez soi. C'est le principe du permis de végétaliser. Ou même
les commerçants, voilà, les terrasses éphémères, c'était aussi de leur dire, vous pouvez aller sur l'espace public, vous avancez, mais après, en fait, vous devez prendre soin de cet espace en matière de propreté, de sécurité aussi. Et la ville, finalement, sont toutes ces personnes qui sont là et qui veillent les uns sur les autres. Et l'urbaniste Jane Jacobs, qui est une personne importante dans l'histoire de l'urbanisme, elle avait ce concept de Eyes on the Street. Elle dit, voilà, le début de l'urbanisme, c'est vraiment aussi quand on va regarder entre voisins et qu'on va regarder si tout se passe bien, en fait, dans la rue. Et ce rôle-là, il est joué par les commerçants, par les voisins. Et souvent, on se sent moins à l'aise dans une rue où on est complètement seul. Donc, en fait, ce sont des petites choses comme ça. Et c'est aussi permettre cette réappropriation. Mais c'est un vrai changement culturel, en fait, de dire aux Parisiens qu'ils peuvent intervenir dans l'espace public, qu'ils peuvent eux-mêmes végétaliser, qu'ils peuvent s'occuper d'un espace. Et donc, en fait, on voit bien qu'on est encore dans une période d'expérimentation où on teste des choses aussi sur ces rues aux écoles. On va dire peut-être à des associations, vous pouvez vous occuper de la rue pendant un temps donné, mais ça pose bien sûr des questions de responsabilité qui sont pas faciles. Et je pense que voilà, il y a plusieurs villes en France qui sont à ce moment-là, en fait, où on réfléchit pas mal, on regarde juridiquement ce qui est possible. Et puis c'est un changement de culture qui se fera sûrement dans le temps long. Voilà. Pour avoir participé à animer ici à l'UA des projets citoyens, on s'est aperçu que le diable est toujours dans le détail. Les gens veulent faire des choses, notamment la question de l'assurance, où dès qu'il y a des enfants, il faut qu'il y ait des responsables. Et souvent, ça arrête. Et peut-être que l'urbanisation, c'est aussi la création de structures qui sont des structures simplement des investissements de forme, comme dirait Marc Duvernay et Thévenot, sur qu'est-ce que c'est qu'une assurance, par exemple, pour occuper un commun, comme que deviendraient, je sais pas quoi, les places de stationnement ou la rue, et donner des formats finalement qui soient garantis et on peut très bien imaginer que des sociétés d'assurance pourraient être intéressées à contracter avec les riverains pour assurer, finalement, il n'y aura sans doute pas tant d'accidents que ça, je pense. Donc, est-ce qu'il y a des initiatives qui pourraient servir d'exemple à ceux qui répondent à notre concours? Est-ce que dans d'autres villes ou dans Paris ou dans la région, on a des choses qu'on peut pointer en disant regardez, c'est faisable, ils l'ont fait là, comme ce que vous nous avez montré sur la rue Golotte, ou des choses comme ça, des exemples? Je sais qu'en Italie, depuis longtemps, il y a cette tradition justement de ce qu'on appelle donc les communs, où il y a eu des partenariats signés entre des groupes de citoyens et des municipalités pour co-gérer des espaces, par exemple des parcs. Donc, ils signent une petite charte et puis ils se mettent d'accord, vous, de telle heure à telle heure, vous allez voilà, gérer l'endroit, voilà comment vous devez le rendre. Et donc, je sais qu'ils sont assez avancés en la matière. Après, des choses simples, par exemple, nous, je sais que la ville de Paris a ouvert ses équipements sportifs en soirée à des associations, je crois en précédente mandature, ce qui n'était pas fait avant, de leur dire c'est vous qui gérez les clés. Donc, c'est deux choses effectivement très simples, mais très compliquées à la fois, de dire à partir d'une certaine heure, il n'y aura plus d'agents municipaux, mais voilà comment vous allez faire, c'est à vous de gérer les clés, d'être responsable. Et ça, c'est toujours un gros mouvement, en fait, aussi pour le public, d'accepter de faire confiance à une autre personne. Et donc, c'est ce qu'on voit avec le permis de végétaliser et avec ses limites aussi, puisqu'il y a des permis de végétaliser dans Paris qui sont un peu abandonnés parfois, parce que les gens s'en occupent 2 mois et puis après, ils n'ont plus envie. Parce que aussi, voilà, ils ont moins cette culture-là. Donc après, qui les reprend? Donc ça, c'est un exemple intéressant à étudier, je pense. Je réfléchis. Et puis tout ce qui se passe autour de l'occupation temporaire qui est très intéressant quand même, parce que c'est vrai que l'occupation temporaire des bâtiments était vue avant parfois un peu comme du squat. On se disait, les gens ne vont jamais partir. Et puis ce qui s'est passé au Grand Voisin dans l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris, je crois, a beaucoup marqué les esprits à Paris et ailleurs, parce qu'on a vu que on pouvait avoir jusqu'à 150 structures différentes qui étaient dans un site avec 1000 personnes qui dormaient là. Donc beaucoup d'hébergements d'urgence, et que le cadre était clair avec la municipalité, et que le jour où les travaux devaient commencer, tout le monde est parti.
voilà, c'était un deal en disant l'espace, il est là pour un certain nombre d'années et puis maintenant, on doit construire du logement. Et donc, voilà, tout le monde a accepté ce cadre-là. Et je trouve que c'était aussi un bel exemple de se dire on peut collaborer avec la société civile et se faire confiance, en fait. L'exemple des grands voisins est remarquable. Je trouve que je suis dans le comité de thèse de quelqu'un qui fait une thèse sur sur les grands voisins et plusieurs associations ont réussi à se mettre en commun pour gérer justement ces espaces-là et donc c'est quand même faisable. C'est Claire Anaïs Boulanger qui travaille là-dessus. On a des questions de notre public. On a Marie Béardet qui nous dit comment voyez-vous, notamment par le biais d'une action des pouvoirs publics, la lutte contre l'imperméabilisation des sols et une urbanisation croissante aujourd'hui saturée au sein de la ville? Alors oui, l'imperméabilisation des sols, c'est un des grands sujets pour l'urbanisme aujourd'hui parce que parfois, et c'est le cas actuellement à Paris, certains refusent absolument qu'on construise en ville parce qu'ils disent on est déjà trop serré, c'est trop dense. Il faut avoir en tête justement un périmètre plus large et se dire si on construit zéro en ville, il y a un moment, ça crée aussi de l'étalement urbain. Donc ça, c'est un des effets un peu du Not in my backyard au sein des centres urbains, c'est qu'on ne s'intéresse pas à ce qui se passe à 10 km. Mais si la conséquence de cela, c'est l'étalement urbain, c'est une catastrophe. On sait que c'est aujourd'hui une catastrophe écologique, le fait qu'il y ait cet étalement urbain. Donc nous, c'est aussi pour cela qu'on défend le fait de construire encore en ville. En revanche, on estime aussi que dès qu'on peut débitumer, donc la débitumisation, on doit le faire. Et donc, il y a des espaces où on n'a plus besoin en fait, d'avoir du bitume dans Paris. Et donc, on désimperméabilise. En fait, on recrée du sol. Et donc, aussi, l'urbanisme doit se réintéresser vraiment au sujet du sol, de se dire on doit avoir des sols vivants, y compris au cœur de la ville, parce que c'est le début, c'est le début pour tout, pour la végétalisation, d'avoir des sols vivants dans les rues, au sein des immeubles. Et je vous invite à aller voir l'esplanade du château de Vincennes qui a été désimperméabilisée. C'est assez majeur. Tout un espace qui était dédié aux voitures. Aujourd'hui, il y a une prairie, donc c'est tout à fait possible. Nous avons une autre question d'un spectateur anonyme, qui est une question un peu longue et technique, mais souvent à l'IEA, c'est comme ça. Bonjour, merci pour ce webinaire, bravo pour votre travail. Question de philo. À chaque fois que vous avez parlé de nature durant ce webinaire, vous avez en réalité plutôt parlé du vivant, hommes, femmes, enfants, végétaux, un peu des animaux. Il me semble, quand vous proposez de regarder la ville différemment, que vous préconisez un changement de philosophie naturelle. Vous sortez le vivant non humain de la nature pour le mettre dans l'univers humain et vice-versa. Je me demande pourquoi vous présentez cela plutôt comme un changement d'éthique environnementale et non de philosophie naturelle. Alors, pourquoi ça serait un changement d'éthique environnementale et non de philosophie naturelle de regarder la ville différemment? Je ne suis pas sûre de comprendre la question. À vrai dire, moi non plus. Donc, mais l'idée, c'est vous avez plutôt parlé du vivant que de la nature. Ouais. Et donc, est-ce que c'est un changement de philosophie naturelle de sortir? Non, mais ce qui est certain, c'est que le terme de nature, il est toujours problématique parce que d'habitude, justement, on utilise ce terme de nature en général pour parler de ce qui n'est pas humain. Donc, c'est pour ça qu'il y a pas mal de philosophes ou d'anthropologues aujourd'hui qui évitent de l'employer parce que, en fait, dans le sens commun, on dit « Ah bah oui, là, c'est la nature », ça veut un peu dire « c'est là où il y a moins d'humains ». Alors que, bon, comme je le disais, c'est problématique justement en termes de récit de cohabitation. Et donc, c'est pour ça que le terme de vivant, par exemple, est beaucoup plus englobant, englobe mieux l'être humain et d'autres espèces. Alors que le terme nature, aussi dans son opposition traditionnelle à la culture, est assez problématique. Donc, je ne sais pas comment on emploiera ce terme à l'avenir, parce qu'en même temps, c'est un terme extrêmement présent, mais il est certain qu'on doit aussi le faire évoluer dans sa représentation commune. Je dois dire qu'il y a de longs développements sur cette question particulière dans le bouquin de Marion Valère. Un autre spectateur nous dit « Le potentiel de la ville verticale est-il plus ou est-il moins écologique ?» Alors ça, ce sont des débats compliqués entre urbanisme, mais aussi entre partis politiques.
l'idée, nous, en tout cas, ce qu'on porte à Paris, c'est que ça n'est pas gratuit. Comme je vous disais, les mètres carrés, c'est pas gratuit. Et donc, quand on crée de la grande hauteur, c'est pas anodin pour le paysage. Et donc, nous, l'idée, c'est de créer de la grande hauteur seulement à un endroit où ça va servir à créer une centralité. C'est pour ça qu'il y a le tribunal de grande instance à la porte de Clichy. C'est pour cela qu'il y a les tours du Haut qui sont en train d'émerger dans le 13e arrondissement. Parce qu'à ces endroits-là, on a estimé qu'en fait, c'était un peu des non-lieux, des lieux de passage, et que d'avoir un bâtiment qui marquait le paysage, mais aussi du coup beaucoup de gens qui y vont, en fait, ça crée un nouveau quartier. Et donc, les bâtiments de grande hauteur, ils ont cet intérêt-là. Ils permettent de marquer des repères urbains dans des quartiers qui en manquent. Donc, nous, c'est ce qu'on porte à l'inverse de Londres, hein, comme je le disais, qui a porté une politique où c'était de la grande hauteur partout. Et nous, c'est pas l'idée dans Paris. Après, il y a un débat, toujours, certains disent qu'une tour ne peut pas être écologique parce que c'est trop haut, ça demande trop de matière. D'autres vont dire il vaut mieux construire très en hauteur plutôt que de faire d'étalement urbain. Voilà, ce sont des débats extrêmement complexes, mais en tout cas, en termes de paysage urbain, je pense que, encore une fois, les choix ne doivent pas être anodins et que ça doit faire sens pour Paris et pour son histoire. Mais on voit bien, encore une fois, avec le tribunal de grande instance, c'est intéressant parce qu'une fois qu'une tour émerge dans le paysage parisien, elle est très vite acceptée. Le tribunal de grande instance, la tour de Rennes-Piano, elle est là, les gens la trouvent plutôt belle et finalement, ça fait souvent très polémique en amont. Et puis une fois que c'est là, voilà, c'est un repère qui est accepté de tout le monde. Donc c'est toujours intéressant de voir l'évolution. Vous avez parlé à un moment du fait qu'il fallait favoriser dans les projets architecturaux ce qui apportait des services écosystémiques. Et donc, mon esprit d'évaluateur, c'est très bien, mais concrètement, quels indicateurs de services écosystémiques vous pouvez utiliser dans la pratique? Il y a le code des marchés publics, qui est un cadre extrêmement contraignant, qui d'ailleurs tend à empêcher d'une certaine manière la collaboration entre ceux qui répondent à des appels d'offres et ceux qui les font pour éviter les collusions. Ça simplifie pas la recherche de solutions vraiment adaptées finement. Et puis, on a parfois du mal à évaluer ce que sont les impacts à long terme. Donc, concrètement, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait à Paris? Est-ce qu'il y a des villes qui ont trouvé des solutions? Est-ce qu'il y a des réglementations différentes? Qu'est-ce qui marche? Ça, c'est ce sur quoi on travaille pour ce qu'on appelle donc le plan local d'urbanisme bioclimatique, avec l'idée qu'aujourd'hui, les plans locaux d'urbanisme, c'est très figé. En fait, vous avez des gabarits pour toute la ville. On dit, voilà, ça doit faire à peu près telle hauteur, tel retrait par rapport à la rue. Mais ça ne pense pas par rapport à un environnement dynamique. Et donc, nous, ce sur quoi on travaille, c'est de se dire, pour chaque nouveau bâtiment, on doit pouvoir regarder très précisément par rapport à l'environnement végétal de ce bâtiment, par rapport au vent, à l'ensoleillement, et pouvoir dire, OK, déjà, le bâtiment, il doit avoir telle forme. C'est ça, l'architecture bioclimatique, c'est d'avoir la forme adaptée à l'environnement. Mais aussi, parce que vous créez ces mètres carrés, on va regarder dans le quartier autour où est-ce que vous pouvez planter. Et donc tout ça, on doit développer des outils, parce que c'est vraiment nouveau pour l'urbanisme français, de trouver les outils qui vont permettre de dire, il faut planter à cet endroit-là, voilà comment vous pouvez apporter des services au quartier. En réalité, tout est à inventer là-dessus en termes d'outils, parce que ça n'existe pas vraiment. Et ça n'existe nulle part dans le monde où il y a des gens qui se sont… Alors, dans le monde anglo-saxon, il y a beaucoup plus une tradition de négociation avec les porteurs de projets, alors qu'en France, on a un urbanisme très réglementaire. Donc, c'est vraiment, nous, on a des règles et puis c'est très compliqué d'y déroger, alors qu'eux, ils négocient chaque projet. Chaque système a ses avantages et nous, clairement, nous, notre urbanisme très réglementé, il est aussi regardé avec beaucoup d'admiration par les anglo-saxons, parce que nous, ça nous permet d'imposer des choses très fortes, par exemple des pourcentages de logements sociaux sur des projets privés que d'autres villes n'arrivent pas à faire. Et donc, en fait, pour nous, je pense qu'il va falloir trouver le bon équilibre entre justement la réglementation et la négociation. Donc, c'est un peu un nouveau cadre qui doit être inventé. Et pour le moment, c'est essentiellement entre
on va dire, les municipalités ou les pouvoirs publics et les porteurs de projets. Les habitants sont inclus d'une certaine manière, à part les enquêtes préalables? Traditionnellement, dans l'urbanisme français, c'est vrai que pour un petit projet, le promoteur fait à peu près ce qu'il veut dès lors qu'il respecte la règle. Et puis quand il y a un grand projet, il y a des concertations réglementaires. Et là, l'idée aussi, justement, est pour chaque projet de permettre un dialogue en amont avec le quartier aussi, par exemple, pour se dire quel service on peut implanter en rez-de-chaussée, qu'est-ce qui aurait du sens à cet endroit-là. Et tout ça ne peut pas être écrit complètement dans une règle. Donc, c'est là où il doit y avoir une forme de négociation et de discussion possible. Alors, j'ai d'autres questions. Marine Brun qui nous dit « Merci pour votre réponse très claire. Concrètement et de manière pragmatique, que pensez-vous de l'architecture verte au service de la végétalisation de l'environnement et des immeubles au sein de la ville et donc d'un simple marketing vert ?» L'architecture verte. Alors, ça, c'est un peu, je dirais, notre travail aussi, c'est de faire de savoir différencier entre de l'architecture qui serait que effectivement du marketing. Parfois, on dit de la salade, quoi, c'est-à-dire on peint un peu de végétation sur le mur et nous, justement, notre travail, c'est de nous assurer que en fait, les projets, ils ont un sens particulier par rapport à leur environnement. Donc la végétation, ça concerne le paysage. Donc, on ne fait pas ça n'importe comment. Ça doit avoir un sens. Et puis, de nous assurer que voilà, ce sont des projets sérieux avec aussi de l'entretien à long terme, que ça n'est pas que de l'image. Et donc, ça, c'est le travail aussi des architectes qui sont à la mairie de Paris et qui ont cette expertise qui permet de dissocier le gadget du vrai projet. Il y a une autre question un peu dans le même sens qui nous parle des ORE, c'est-à-dire les obligations réelles environnementales, incluant le vivement non humain dans le bail immobilier. Existe-t-il déjà des ORE signés dans Paris et les réinventions, notamment le bâtiment à 1000 arbres, dont vous avez parlé là sur le périph', les ont-elles signées? Alors, je connais, oui, ce terme d'ORE. Il n'y en a pas encore dans Paris parce que de mémoire, ça a été fait plutôt dans des espaces, des grands espaces plutôt en province, plutôt de type parc naturel, de ce que j'ai compris. Donc, sur Réinventer Paris, parce que la deuxième question porte là-dessus, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on fait signer aux porteurs de projets, et ça aussi c'était assez innovant, des engagements sur l'usage du bâtiment dans la durée. C'est-à-dire que si on leur loue ou qu'on leur vend le terrain, c'est pas juste pour une somme d'argent, c'est aussi avec des engagements dans la durée sur l'usage. Et donc, s'ils ont annoncé par exemple qu'ils auraient un potager, je sais pas quoi, ils signent, ils s'engagent à s'occuper de ce potager en fait, et s'ils ne le font pas, ils auront des pénalités financières. Donc ça aussi, on a introduit une nouvelle dimension dans notre partenariat avec le secteur privé, en mettant ça dans un contrat de vente, ce qui était assez nouveau, ce qui veut aussi dire qu'on contrôle en fait les terrains dans la durée, même s'ils sont passés du côté du privé. Parce que concrètement, les terrains sont vraiment vendus. Enfin, je pense au système britannique, par exemple, où la propriété du terrain, en fait, ne peut pas dépasser une centaine d'années. Il y a le système des baux amphithéotiques. Est-ce qu'on a des expériences là-dessus? Est-ce que les villes qui fonctionnent sur un système de propriété foncière différente ont de meilleurs résultats? Est-ce que ça paraît une très bonne idée, ça, de mettre des astreintes finalement à l'usage et à… En général, oui, on vend ou on loue, ça dépend. Souvent, quand il y a des biens à forte valeur patrimoniale, ils sont plutôt loués que vendus parce qu'on estime qu'à un moment, on souhaite garder l'usage de ces bâtiments. Après, quand on a des terrains, parfois un terrain en bord de périphérique où tout est à inventer, où il n'y a pas de valeur patrimoniale très importante, on se dit que c'est pas grave de le vendre. Donc ça, ce sont des choix un peu au fur et à mesure. Et après, on rachète aussi beaucoup. Souvent, ce qu'on oublie, c'est que Paris achète chaque année plus qu'elle ne vend, parce qu'en fait, on achète pour créer du logement social, pour créer des équipements publics. Donc, c'est très dynamique, en fait, justement. Et donc, on rachète des immeubles, on rachète parfois des terrains pour y créer des choses. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'il y a toujours cet équilibre. Et quand certains immeubles, on se dit qu'on peut moins les utiliser pour nous, on va plutôt les vendre ou les louer. Et donc, voilà, finalement, on a tout un patrimoine qu'on doit gérer, en fait, aussi comme d'autres organisations.
Et en ce qui concerne le logement social, par exemple, j'imagine que la ville ou la région ont plus de marge de manœuvre là-dessus, à la fois en termes de conception et de gestion et d'utilisation. Et on a comment dire, des bonnes pratiques qui sont en train de se construire au niveau national ou international sur comment, quand on a effectivement le contrôle sur les bâtiments, à la fois en termes de construction, de gestion, d'accès finalement à qui est là-dedans. C'est en train de progresser, je veux dire, au niveau mondial, l'architecture de ce point de vue-là et l'urbanisme, ou ça reste… Au niveau mondial, je ne sais pas, j'aurais du mal à dire, mais je sais que pas mal de villes ou de pays à l'étranger nous envient. Quand même, nous, on a des bailleurs sociaux qui ont une masse très importante et donc ça nous permet aussi de contrôler une bonne partie du bâti parce que quand ce sont nos bailleurs sociaux qui construisent ou qui rénovent, finalement, on fait des concours d'architecture qui sont assez exemplaires. Ça nous permet d'avoir des projets d'avant-garde parce que ce sont les élus qui siègent au jury aussi avec des architectes. Et donc, à Paris, le secteur du logement social a toujours été très moteur aussi pour permettre, par exemple, à de jeunes architectes de construire, des architectes vers qui les promoteurs ne vont pas forcément, mais aussi pour tester des choses. Donc, nous, nos bailleurs sociaux testent énormément de choses sur les matériaux, sur la végétalisation. Et c'est très important de les avoir. Ils permettent d'expérimenter, d'avoir des preuves, en fait. Et donc ça, je pense que c'est pas mal regardé de l'étranger. D'accord. J'ai une autre question ici. Alors, le terme de naturalité, la nature vivante libre au sein de l'espace humain par opposition au wilderness, le vivant libre et sauvage, est-il en train de faire sa place? Est-il pensé au cœur de Paris? Ou alors chaque vivant non humain est-il technocratisé? Ça, la dernière partie, je ne sais pas très bien, mais c'est cette question de est-ce que vous essayez de recréer au cœur de Paris donc une nature vivante libre, ou est-ce que tout est en fait, je dirais, enfin, je ne trouve pas le terme, mais je devrais. Non, mais le terme de naturel, on peut l'employer comme opposition au surnaturel. Et ça, cette opposition-là, je la trouve intéressante parce que ça permet de différencier en fait quelque chose qui ne pourrait pas intervenir à un endroit. Par exemple, il y a cet exemple que je cite dans mon livre de la piste de ski à Dubaï. En fait, une piste de ski à Dubaï, elle ne pourrait pas être à cet endroit-là en termes de climat. Et donc, c'est juste avec des efforts démesurés de l'être humain qu'elle est à cet endroit-là. Et donc, elle a un côté surnaturel qu'on peut opposer au naturel ou à la naturalité. Donc ça peut être, ou qu'on pourrait même dire principe de réalité finalement, qui est intéressant. Et après, au cœur de Paris, je pense que c'est intéressant d'avoir toute une typologie justement de nature, d'avoir des endroits plus sauvages, entre guillemets, et des espaces très, très appropriés par l'être humain, et d'avoir ces différentes typologies au cœur de la ville pour qu'on voit aussi les différences possibles. Il y a un espace qui avait fait pas mal débat, qui est le cœur de la Bibliothèque nationale de France, avec ces arbres où on ne peut pas aller. Et donc, ça questionne toujours. On se dit, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Mais ce que je trouve intéressant dans tous les cas, c'est d'avoir en fait ces différents exemples, parce que ça nous questionne, ça nous confronte. Donc c'est bien d'avoir aussi des grands parcs, des espaces végétalisés plus intimes. Il faut avoir de tout ça, quoi. Très bien. Je me demandais si comment dire, puisque ce qu'on cherche à faire là, c'est que serait une image réaliste d'une ville vivable en 2100. Est-ce que vous avez été directement impliqué quand même dans des choix qui vont faire une partie de ce que sera Paris en 2100, parce que ça ne bouge pas si vite que ça, les enveloppes. Votre vision d'un Paris vivable en 2100, qu'est-ce que ça pourrait être d'une grande, peut-être pas Paris, mais plus généralement d'une grande métropole? Est-ce que ça va être quelque chose de très végétalisé? Est-ce que ça va être beaucoup plus étendu? Est-ce qu'on va déconcentrer? Comment vous voyez ça? C'est une question difficile, je sais bien. On est là pour ouvrir l'imaginaire aussi. Non, mais comme je le disais, je pense que la force de Paris, c'est vraiment toutes ces bases-là qu'on doit conserver. Donc, c'est aussi ça la difficulté du travail au quotidien, c'est de se dire qu'est-ce qu'on doit absolument conserver parce que c'est l'ADN de Paris. Donc,
ce que je souhaite Paris en 2100, c'est déjà qu'on reconnaisse Paris, hein, c'est de se dire ce qui fait vraiment le cœur de cette ville, que ça soit encore là, mais qu'en même temps, ça ait changé. Voilà, c'est vraiment cet équilibre à trouver, de se dire que le paysage, il a pu être vraiment transformé par la végétation et par le fait qu'on a rendu beaucoup plus d'espace aux piétons, mais qu'en même temps, tout de suite, on sache que c'est Paris. Et donc, ce Paris-là, c'est un enjeu aussi esthétique. En ce moment, on débat pas mal de l'esthétique de Paris. Et donc, c'est des équilibres très fins à trouver au niveau de chaque rue, de chaque place, pour toujours trouver le bon équilibre entre conservation et transformation. Et donc, je pense qu'on a vraiment une base incroyable et qu'on peut y faire beaucoup. Mais ce qui est important, à mon sens, c'est que toutes les villes ne se ressemblent pas en 2100. Parce que parfois, on a ces images un peu génériques, justement, un peu de science-fiction, où on a l'impression que toutes les villes pourraient ressembler à peu près à la même chose. Et donc, surtout, ce qui me semble essentiel, c'est que chaque ville garde, bien sûr, ce qui la rend unique. Et donc, c'est ça aussi pourquoi il faut se battre, je pense. Et merci. Et en ce qui concerne le lien entre, on va dire, le centre et la périphérie, est-ce que c'est… moi, je me souviens des premiers travaux de prospective 2100, d'ailleurs faits par nos collègues donc de la Fondation 2100, avec cette vision d'une société duale, avec d'un côté, on va dire, les riches enfermés et protégés avec des barrières, et puis de l'autre, un peu à la soleil vert. Hein. Bon, heureusement, ça n'a pas l'air d'être quand même tellement vers ça qu'on est en train de se diriger. Mais c'est vrai qu'il y a eu historiquement souvent une sorte d'opposition entre Paris intramuros et l'extérieur. Là, je vois qu'il y a un certain nombre de travaux architecturaux qui essayent de passer le périphérique. Comment ça se passe? Ça se fluidifie, ou au contraire Oui, c'est vrai que c'est une des principales choses qu'on peut souhaiter pour 2100, c'est qu'il n'y ait plus Paris et la banlieue, et qu'en fait, finalement, Paris, la spécificité aussi de Paris, c'est que c'est une ville très, très petite par rapport à Berlin. Londres, c'est 10 fois plus petit, voire plus. Et en fait, cela crée des effets de prix, de concentration qui sont très compliqués et qui n'ont pas beaucoup de sens, en fait. Et donc, c'est vrai qu'en 2100, on peut vraiment souhaiter que le périphérique, ça soit plus une frontière. Ça n'est pas rien, ça prendra du temps, mais je pense que si le périphérique n'est plus une frontière, mine de rien, là, en termes de… Vraiment, c'est une barrière psychologique. Fait que des gens disent, moi, je veux absolument être dans Paris, pas de l'autre côté. C'est avant tout une frontière psychologique. Et donc de se dire qu'on ne se dira plus, voilà, je suis d'un côté, de l'autre, peu importe, qu'on acceptera que Paris soit grand, mais tout en gardant les spécificités de toutes les villes qui ont aussi chacune leur histoire autour. Mais je pense que si on est moins crispé autour de cette frontière-là, ça permettra à la ville aussi de respirer et de vivre différemment. Donc ça serait une grande victoire. Ouais. Si je peux me risquer à poser une petite question justement dans le prolongement de ces questionnements sur Paris en 2100, enfin la ville en 2100 plus généralement, et puis le lien entre le centre et la périphérie. Toute cette question de restauration écologique, c'est vraiment intéressant et important dans une perspective de résilience de la ville et du territoire, sa capacité non seulement à s'adapter évidemment au changement, mais aussi à être prête en cas de crise ou de choc. Et donc avoir plus de verdure, avoir moins d'artificialisation des sols, tout ça, c'est des choses évidemment importantes pour préparer l'avenir. Et il y a cette notion de potager urbain que vous évoquiez. On voyait sur des toits de la verdure et sans doute des potagers. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est généralisable ou étendable au point où il y aura où il pourrait y avoir une certaine autonomie alimentaire d'une grande ville, ou bien ça restera des potagers d'agrément déjà très sympathiques, mais quand même rien du tout à l'échelle d'une ville. Et donc, comment est-ce que ça invite à repenser éventuellement le rapport entre la ville et puis son environnement un peu plus large, la campagne? Je pense que non, l'autosuffisance alimentaire, c'est compliqué, a priori. Et puis, en tout cas, les surfaces d'agriculture urbaine ne permettent pas de penser l'autosuffisance. En revanche, elles permettent de penser une part non négligeable de l'alimentation. C'est-à-dire que si on exploite vraiment toutes les zones d'agriculture urbaine, on pourrait avoir quand même un certain nombre
de légumes, d'herbes aromatiques qui viendraient de Paris. Mais par ailleurs, je pense que le rêve de l'autosuffisance n'est pas forcément un récit si positif que ça, parce que finalement, les territoires échangent entre eux et c'est très bien comme ça. Enfin, je pense que il faut aussi se dire que justement une ville n'a pas à être repliée et que comme pour les êtres humains, finalement, on peut tout à fait que les choses peuvent bouger finalement d'un territoire à l'autre et que c'est pas grave du tout qu'on produise dans Lyon ou en Bretagne pour Paris. Et ça crée des échanges économiques entre territoires. Et donc, je pense que, et c'est d'ailleurs pas mal ce que dit Bruno Latour, cette idée que le local doit être un local plus et pas un local moins. C'est-à-dire que le fait de prendre conscience de nos ressources ne doit pas nous faire nous replier en fait sur notre territoire, mais doit au contraire nous ouvrir et nous permettre d'accueillir. Et donc, c'est toute la différence entre une écologie conservatrice, une écologie du repli, et une écologie qui pense l'ouverture et l'échange. Donc, je pense qu'en matière d'alimentation, comme pour d'autres sujets, c'est important de rester ouvert et de continuer à échanger. Et en matière de transport, il y a des évolutions importantes qui se profilent au niveau des métropoles. En région parisienne, le Grand Paris Express va arriver rapidement, donc ça va être quand même c'est un changement énorme, à la fois concret et psychologique, puisque ça veut dire que, par exemple, pour un habitant de Clichy-Montfermeil, il sera, je crois, en 15-20 minutes à Paris, alors qu'il mettait 1h30 avant, donc ça n'a rien à voir en termes même de pensée de l'exclusion, de pensée de certains territoires comme étant très loin, alors qu'en fait, ils sont très proches. Donc ça arrive dans les prochaines années et ça va être un changement majeur. Et puis aussi justement de penser à l'échelle du Grand Paris les continuités cyclables. Et le confinement a permis une accélération de cela avec des coronapistes qui ne s'arrêtaient pas aux portes de Paris, mais qui ont été prolongées dans les villes de banlieue. Et c'est aussi extrêmement important qu'il n'y ait pas de fracture là-dessus, de ne pas se dire, bah oui, quand on est à Paris, on peut circuler à vélo, mais pas dès qu'on passe le périph', quoi. Et donc de garantir en fait aussi ce qui fait la qualité de la vie parisienne, justement, de pouvoir beaucoup marcher et prendre son vélo, que ce soit possible à l'échelle de toute la région et pas seulement de Paris. Donc ça, c'est en train de bouger. Et puis après, une baisse continue quand même de l'automobile, l'arrivée de véhicules plus autonomes. Tout ça, en 2100, on sera sûrement complètement... on sera dans un autre système de circulation, c'est certain. C'est-à-dire que le fait d'avoir un transport, on va dire, plus à pied ou en vélo, ça donne un rapport complètement différent à l'environnement aussi. On n'est pas enfermé dans sa boîte. Absolument. Et du coup, on est plus sensible à la qualité de l'environnement, à la continuité, entre l'endroit où on habite et les autres, puisque au lieu que ça soit qu'on disparaisse dans un tube, donc il y a peut-être un changement d'état d'esprit. Et donc, paradoxalement, le confinement a apporté un certain nombre de choses, de prise de conscience qu'il pouvait y avoir de la nature, qu'on pouvait être sans bruit, que finalement marcher c'était faisable, qu'il y avait. Vous avez constaté que les habitants des grandes villes, je pense à Paris en particulier, mais je sais que vous êtes en relation avec des tas d'autres grandes métropoles, sont effectivement prêts à changer de mode de vie si on leur en donne la possibilité, ou ça va repartir comme avant? Oui, c'est des changements de culture, mais souvent après, il n'y a pas de retour en arrière. C'est-à-dire que beaucoup de personnes qui passent au vélo se rendent compte que c'est agréable d'être dehors et souvent disent, ça leur permet de faire du sport, c'est plus sympa. Et en fait, c'était plus une question culturelle ou une peur de franchir en fait ce pas. Et une fois qu'elles l'adoptent, elles ne reviennent plus. Et de la même manière, pour toutes les personnes qui vendent leur voiture, souvent ne font pas de retour en arrière. Donc oui, ces accélérations-là, c'est juste parfois d'oser franchir quelque chose qui n'est pas évident pour nous, ou de regarder un espace différemment. Et une fois qu'on l'a vu différemment, on ne veut pas revenir en arrière. Ça, c'est certain. Donc ça rend plutôt optimiste, je trouve. D'accord. Donc quelque part, ça, c'est
les gestes politiques un peu risqués, finalement, peuvent être… les paris sont payants, quoi. Oui, ah oui, oui. Bah, honnêtement, moi, je connais peu d'exemples de villes dans le monde qui font des retours en arrière quand elles piétonnisent, quand elles… Ouais, c'est très rare. Hein. Donc, on peut croire effectivement que les villes en 2100 vont être moins bétonnées, Oui. moins de voitures, et la tendance est partie dans ce sens-là. Oui, oui, certainement, je pense. En fait, là où il y a des retours en arrière, c'est là où on avait fait disparaître les trams pour mettre plus de rues pour les voitures et tout ça. Et en fait, partout, Oui. on revient là-dessus. Oui, absolument, parce que l'urbanisme est assez cyclique aussi. Donc, effectivement, le tram, c'est quelque chose qui existait avant, on y revient. Ce sont aussi des grands cycles dans l'architecture, tout ça. Mais effectivement, partout où l'urbanisme a été dédié à l'automobile, partout, on en revient. Enfin, c'est la même chose à New York et à Londres. C'est assez naturel, quoi, finalement. Ouais, c'est comment dire, une des conclusions intéressantes et importantes pour notre concours. Il est très probable que la description des villes en 2100 ne laissera pas beaucoup de place aux voitures, à bon entendeur. Donc, on est en train d'approcher de la fin de notre discussion. J'ai encore une question à transmettre. Est-ce que la restauration écologique travaille explicitement au retour des moineaux des saumons? Leur habitat est-il question d'urbanisme ou une question des espaces verts? Alors, les saumons, bonne question, je ne saurais pas répondre, mais les moineaux, en revanche, aujourd'hui, on peut penser certains bâtiments aussi en pensant des abris pour les oiseaux et en pensant l'aménagement des toits ou des angles pour qu'ils ne blessent pas les oiseaux. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles travaillent certains architectes pour se dire quand on prend en compte l'environnement, c'est aussi prendre en compte toute la faune qui est autour et faire en sorte que l'espace ne soit pas hostile pour cette faune. Et pour les saumons, je ne sais pas. Ça me dépasse. L'avenir nous le dira. Je vois que voilà. On a aussi des merci de spectateurs anonymes. Avant de clore et de laisser peut-être la parole à Simon aussi, parce que je crois que, mais je ne sais pas quel est le sujet du prochain webinaire, mais lui peut-être le sait. J'aurais voulu laisser la parole à Marion, si elle veut nous donner un mot de conclusion ou d'espoir ou je sais pas. Voilà. Non, mais moi, personnellement, cette discussion m'a rendu plutôt optimiste. Je trouve, en parlant, on se rend compte que finalement, la plupart des villes vont dans le même sens, même si c'est lent, parce que l'urbanisme, c'est le temps long. On voit bien qu'il y a plutôt une évidence en fait, qui s'impose partout et que la pandémie a d'ailleurs plutôt mise en valeur. Donc, tout ça est plutôt positif à mon sens. Et l'avantage des villes, c'est qu'elles offrent des exemples très concrets, en fait, justement, de changement, de cohabitation. Donc, je pense que ça peut créer beaucoup de récits positifs. Et puis, la beauté de la ville aussi permet de faire passer beaucoup de choses et beaucoup de messages. Et donc, pour ça, Paris est un terrain assez incroyable. Et c'est pour ça que Paris doit garder son rôle aussi de vitrine pour montrer au monde entier tous les changements qu'on peut apporter tout en rendant la ville encore plus belle. Voilà. Bien, merci beaucoup. Simon, tu veux dire un mot? Mais c'était une discussion passionnante et très positive, je trouve. Vraiment, ça encourage. Effectivement, merci beaucoup à Marion. Donc oui, a priori, la dernière séance de notre série de webinaires pour cette saison sur le thème de la ville donc, sera le 14 juin, toujours à 18h. Ce sera un lundi, si je ne me trompe pas. On aura un webinaire avec Martin Heyer, qui est le directeur du Urban Future Studio de l'Université d'Utrecht, qui devrait nous parler de la question du voisinage dans le futur, de l'importance des voisins. Et il y aura bientôt plus d'informations sur le site du concours www.positive-future.org. À bientôt. Merci beaucoup à tous. Merci à Marion et à bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.